Bonjour, je reprends ma vidéo sur la controverse relative à l'explication de l'énergie sombre par une simple constante cosmologique avec l'argument dit de la coïncidence. Alors supposons que l'histoire de l'univers soit correctement décrite par les équations d'Einstein avec la constante cosmologique. Il se passe alors quelque chose de curieux. Pour les solutions génériques, qui ont été découvertes par Friedman et Lemaître, l'une des équations de base dit que la somme des trois paramètres de densité normalisée, qui contribuent donc à la densité d'énergie totale de l'univers, doit être strictement égale à 1. Alors le premier terme de cette somme, disons oméga matière, représente la contribution de la matière. Le second, disons oméga lambda, c'est la contribution de l'énergie noire, ou de la constante cosmologique, et la troisième, disons oméga k, est la contribution de la courbure de l'espace. Alors comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, si vous me suivez bien, les observations actuelles indiquent que la somme des deux premiers termes est déjà voisine de 1 à peine quelques pourcents près. Donc ça veut dire que le troisième terme, qui est celui dont le terme de courbure, il est extrêmement petit. Autrement dit, notre univers serait de courbure quasiment nulle et l'espace quasi-euclidien. Les anglo-saxons disent d'ailleurs plat, bien que le terme porte à confusion, puisqu'en toute rigueur, il ne s'applique qu'à des surfaces bidimensionnelles, le terme plat, et non pas à l'espace réel tridimensionnel. Alors, ce résultat ne peut être évidemment déduit qu'à l'échelle de l'horizon cosmologique, qui est présentement situé à 46 milliards d'années-lumière. Oui, au passage, ne vous étonnez pas de ce chiffre 46, parce que la lumière en provenance du rayonnement fossile a bien voyagé depuis 13,8 milliards d'années, mais en raison de l'expansion de l'espace, son parcours effectif a été étiré jusqu'à 46 milliards d'années-lumière. Alors en déduire, comme le font la plupart des cosmologistes, que l'univers est strictement plat dans sa globalité, c'est une extrapolation bien hasardeuse qui rappelle celle des anciens qui, constatant la platitude de la Terre jusqu'à l'horizon marin, ont conclué que notre planète était entièrement plate. Alors de fait, il est bien plus vraisemblable et plausible que la courbure de l'espace soit légèrement positive, auquel cas l'espace global serait de type sphérique. Voilà. Bon, du moins, moi, c'est ma conviction, mais qui est étayée non seulement par des observations astronomiques, mais en prime, par quelques-uns de mes travaux sur la topologie cosmique et mes modèles d'univers chiffonnés. Bon, d'accord. Supposons malgré tout que l'espace soit strictement plat, avec une précision infinie. Ce que fait d'ailleurs sans barguigner le modèle actuellement standard de la cosmologie. Alors, dans l'univers d'aujourd'hui, la densité de matière, oméga m, qui est en fait la somme de la densité de toutes les formes de matière, baryonique, puis de la matière noire non baryonique, elle est de 0,32. Et puis donc celle de l'énergie noire oméga lambda, elle est de 0,68, pour compléter jusqu'à 1. Autrement dit, la densité de l'énergie noire est à peine 2 fois plus grande que celle de la matière. Alors, l'argument de coïncidence, maintenant, c'est le suivant. Au cours de l'expansion cosmique, la densité de matière diminue en fait rapidement, comme le cube du facteur d'échelle spatiale, à cause de l'expansion. En revanche, la densité d'énergie noire, elle est indépendante s'il s'agit de la constante cosmologique. Elle est constante tout le temps, dans l'espace et dans le temps. Donc cela implique que l'univers en expansion, il a d'abord été largement dominé par la matière, c'est-à-dire dans une phase au cours de laquelle son expansion ralentissait, à cause du caractère attractif de la matière, et puis ensuite dominé par la constante cosmologique, qui induit donc une phase, cette fois-ci, d'accélération de la vitesse d'expansion. Donc il n'y aurait donc eu qu'une phase très courte, durant laquelle les deux termes, oméga m et oméga lambda, ont eu le même ordre de grandeur, un facteur 2-3 près. Voilà. Les données indiquent que nous sommes justement dans cette phase intermédiaire, autrement dit que nous vivons soi-disant dans un moment très improbable de l'histoire de l'univers. Et voilà, ça semble contraire au sacro-saint principe cosmologique, en vertu duquel nous ne devons pas occuper de position privilégiée dans l'univers, ni dans l'espace, ni dans le temps. Alors donc, croire que l'accélération observée de l'univers est due à une constante cosmologique, ça violerait le principe cosmologique,
C'est ça l'argument de la coïncidence qui est souvent invoqué contre l'interprétation de l'énergie noire en termes de la constante cosmologique. Bon, alors d'une part, hein, les raisonnements fondés sur les probabilités doivent être maniés avec beaucoup de soin. On le voit tous les jours en dehors du champ de la cosmologie, avec par exemple l'interprétation des sondages d'opinion. Alors quand on y regarde de plus près, ben, l'argument de la coïncidence, il est absolument incorrect pour moi, hein, et pour au moins deux raisons. Alors primo, si l'univers est en expansion perpétuelle, ce qui est actuellement soutenu hein, par le modèle standard, ben, on ne peut plus supposer que nous vivons dans un moment particulier de l'histoire de l'univers, et tout simplement parce que tous les moments de l'histoire deviennent équivalents au regard de l'éternité du temps. Bon. Secondo, le principe cosmologique doit lui-même être utilisé avec précaution, comme l'a souligné en 1961 Robert Dicke, et argumenté, cette fois-ci de manière convaincante en 1973, par un ancien directeur de thèse, Brandon Carter, sous la forme de ce qu'on appelle le principe anthropique faible. Alors, son application trop rigoureuse conduirait par exemple à penser que la densité de matière autour de nous est du même ordre de grandeur que la densité moyenne de l'univers, ce qui est évidemment faux. Ou à croire que la surface de notre planète est principalement occupée par les continents et non pas par les océans, puisque la plupart d'entre nous, nous vivons sur la terre ferme et pas sur l'eau. Voilà, donc vous voyez, d'innombrables effets de sélection vont ainsi à l'encontre du principe cosmologique strict. Voilà. Alors le seul fait que nous existions et que nous puissions observer l'univers, et c'est ça le principe anthropique faible, qui est très pertinent lui, ça implique que nous vivons sur une planète de type terrestre et pas gazeuse, en orbite autour d'une étoile de type solaire, et pas autour d'une géante rouge ou d'une supernova, au sein d'une galaxie, et pas évidemment dans l'espace intergalactique, et puis dans une période de l'histoire cosmique où une civilisation avancée comme la nôtre, elle a eu le temps de se développer. C'est-à-dire lorsque les atomes lourds, qui ont été formés par plusieurs générations d'étoiles, sont devenus suffisamment abondants pour se retrouver dans nos corps, nous sommes poussière d'étoiles, avant que l'ensemble des étoiles ne s'éteignent. Ces conditions correspondent à une période en fait relativement brève, donc particulière de l'histoire cosmique. Voilà. En d'autres termes, des coïncidences qui paraissent a priori très improbables s'expliquent tout naturellement par ce qu'on appelle des biais de sélection. Voilà. Il en va de même avec l'argument de coïncidence que l'on oppose à la constante cosmologique. Et en plus, les opposants, ils proposent des explications alternatives qui présentent encore bien plus de coïncidences improbables. Alors, parlons maintenant des vertus du vide. En réalité, l'énergie réside dans le vide, et le vide n'est rien d'autre qu'énergie. C'est du moins ce qu'écrivait déjà au XVIIe siècle le philosophe chinois Wang Fuzi. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? En 1934, dans une communication publiée dans les Proceedings of the National Academy of Science des États-Unis, Georges Lemaître, notre ami belge, a écrit ces lignes prophétiques. La théorie de la relativité suggère que quand on identifie la masse gravitationnelle et l'énergie, on doit introduire une constante. Tout se passe comme si l'énergie dans le vide était différente de zéro, de façon à ce que le mouvement absolu, c'est-à-dire le mouvement par rapport au vide, ne puisse pas être détecté. Nous devons associer une pression négative à la densité d'énergie du vide. Ceci est essentiellement la signification de la constante cosmologique lambda, qui correspond donc à une densité d'énergie négative du vide. Fin de citation. Voilà, à une époque où la théorie quantique est encore balbutiante, au tout début des années 30, Lemaître, c'est le premier à prendre en compte l'énergie du vide et à lui associer une pression négative pour interpréter la constante cosmologique. Hélas, sa contribution, comme d'autres, va rester complètement ignorée. Il faut attendre en fait la fin des années 1940 et le début des années 50, une époque où la majorité des astronomes rejettent l'idée d'une constante cosmologique, pour que des physiciens théoriciens commencent à explorer les propriétés du vide.
Alors avec le développement de la théorie quantique des champs, eh bien, on commence à comprendre que la notion d'espace vide présente des subtilités plus grandes que ce qu'on pensait, et surtout que le vide classique. C'est-à-dire que l'espace, en fait, c'est pas un réceptacle passif rempli de matière et de rayonnement, c'est vraiment une entité physique et dynamique qui a en quelque sorte une chair. Et cette chair, c'est l'énergie du vide. Alors des physiciens, comme Paul Dirac, Enrico Fermi ou Charles Feynman, font l'hypothèse donc que ce que nous appelons espace vide est en fait rempli de particules virtuelles qui ne se manifestent en tant que réalité matérielle que de façon très éphémère. Voilà. Donc prenez un mètre cube d'espace, enlevez toute la matière et tout le rayonnement, qu'est-ce qui reste? La plupart d'entre vous répondraient rien. Au contraire, disent les physiciens quantiques, de l'énergie est encore là et elle confère au vide une sorte de tension latente. Voilà, donc en mécanique quantique, le vide est défini comme l'état d'énergie minimale d'un système physique. Cette énergie minimale, compte tenu en fait du principe d'incertitude de Heisenberg, n'est jamais nulle. Voilà. Par analogie, alors si vous voulez, un ressort classique, ça peut être strictement un repos, qui est un état d'énergie nulle, alors qu'un ressort quantique, lui, possède toujours une petite oscillation irréductible, toujours à cause du principe d'incertitude. Alors de plus, les notions de particules et d'ondes sont remplacées en physique quantique par celles de champ quantique, qui est une description de tous les états possibles, représentant un nombre quelconque de particules avec des énergies quelconques. Donc on peut se représenter un tel champ comme un ensemble de petits ressorts, c'est-à-dire un à chaque point de l'espace, couplés entre eux, les ressorts. Et donc l'apparition ou la disparition d'une particule peut être vue comme l'excitation ou l'annihilation en fait, de l'oscillation de ces ressorts. Alors dès lors, le vide, ce n'est plus l'absence de matière, mais c'est une configuration particulière qui est juste celle de plus basse énergie. Et toujours en vertu du principe de Heisenberg, eh bien des particules, dites virtuelles, peuvent sortir du vide avant d'y replonger. Donc le vide quantique joue en quelque sorte le rôle d'une banque auprès de laquelle on peut emprunter de l'énergie pour créer pendant un temps très court une particule et une antiparticule, de sorte donc qu'elles sont en fait inobservables, et la quantité d'énergie que l'on peut emprunter est inversement proportionnelle à la durée de l'emprunt. Alors ceci, ce n'est pas une vue de l'esprit uniquement, comme pourraient le croire certains. L'existence de ces particules virtuelles a bel et bien été mise en évidence expérimentalement en 1947 par le physicien américain Willis Lamb, parce qu'il a montré que donc elles induisaient un déplacement des niveaux d'énergie des atomes. Et ces particules virtuelles donc, sont bien inobservables directement, mais leurs interactions avec la matière observable les trahissent. Alors même s'il est dans sa configuration d'énergie minimale, eh bien un champ quantique fluctue continuellement. Et bien que sa valeur moyenne soit nulle, son énergie minimale ne l'est pas. Les fluctuations quantiques du vide électromagnétique ont des manifestations macroscopiques qui ont été prévues en 1948 par le physicien néerlandais Hendrik Casimir. Il a montré qu'en fait qu'elles induisaient une force d'attraction entre deux places conductrices parallèles. Alors pour comprendre le phénomène, représentons le vide comme une mer agitée de clapotis. Il y a des vaguelettes naissent à la surface, mais toujours de sorte qu'en fait que le niveau moyen de la mer reste le même. Alors ces fluctuations du vide correspondent à la superposition d'oscillateurs de toute longueur d'onde, à savoir par exemple des photons, des paires de particules, antiparticules, etc. Ces fluctuations apparaissent et disparaissent sans cesse, assurant donc au vide un niveau d'énergie moyen constant. Quand on plonge dans le vide deux plaques parfaitement conductrices et parallèles, ce qu'avait imaginé donc Casimir, pour son effet Casimir, eh bien dans l'intervalle qui les délimite, seuls les oscillateurs dont la longueur d'onde est un sous-multiple que la distance qui sépare les plaques peuvent exister, c'est évident en fait, de la même façon que si l'on pince une corde de guitare, seule une note et ses harmoniques résonnent. Alors du coup, la pression de rayonnement qui est engendrée par les fluctuations électromagnétiques, elle devient plus faible à l'intérieur des plaques qu'à l'extérieur. Et donc il y a une force d'attraction qui naît entre les plaques. Voilà. Alors notons que ce phénomène a un analogue classique.
observez, allez en mer, vous observez deux navires bord à bord, et bien vous remarquerez qu'ils ont toujours tendance à s'attirer. Alors, dans le domaine quantique, l'effet Casimir n'a été prouvé expérimentalement qu'en 1997, des expériences compliquées, par le physicien américain Stephen Lamorot. Voilà, donc le vide, c'est pas le néant. Il est potentiellement bourré d'énergie. On retrouve la phrase de Wang Fuzi, le philosophe chinois, que j'ai cité au début. Donc en appliquant ce concept à la cosmologie, le russe Yakov Zeldovich redémontre en 1967, sans jamais avoir lu l'article de Lemaître de 1934, que le terme lambda équivaut bien à un champ d'énergie latent dans l'espace vide. Donc la constante cosmologique, c'est en quelque sorte une dynamite du vide. Alors un peu plus tard, fort de ses acquis théoriques, eh bien Alan Guth et Andrei Linde proposent en 1979 que l'énergie du vide a provoqué une phase d'inflation dans l'univers très primordial. C'est-à-dire sur un laps de temps extrêmement court, de l'ordre de 10 puissance moins 35 secondes, après le Big Bang, ben notre univers aurait subi une croissance exponentielle, son expansion s'étant fortement accélérée sur cette période. Bon, je vous renvoie aux 3 vidéos que j'ai consacrées à l'inflation. Donc les modèles d'inflation, je l'ai dit, ont été assez vite acceptés, mais les astronomes, ils ont continué à ignorer la constante cosmologique qui était considérée comme inadéquate pour décrire l'univers actuel. Alors remarquez, seul le cosmologiste d'origine canadienne James Peeble a proposé au début des années 1980 la réintroduction de la constante cosmologique dans les modèles de Big Bang. Et oui, parce que le développement de la théorie de l'inflation implique que la géométrie de l'espace observable doit être donc très proche d'une géométrie de courbure nulle. Or, il n'y a pas assez de matière dans l'univers pour obéir à une telle géométrie, matière sous toutes ses formes, baryonique ou non baryonique. Donc, Peebles a invoqué une valeur élevée de la constante cosmologique pour combler ce qui manquait, initiant ce qui allait devenir d'ailleurs plus tard, dans les années 2000, le modèle standard de la cosmologie, le modèle lambda-CDM. Alors à noter que tout jeune chercheur en 1965, Peebles avait fait partie de l'équipe de théoriciens dirigée par Robert Dicke à l'université de Princeton, qui avait correctement interprété la découverte expérimentale du rayonnement de fond micro-ondes en termes justement du rayonnement fossile, un vestige refroidi du Big Bang. Voilà, ça c'était pour rappeler que c'est à ces divers titres que James Peeble, Jim en fait pour les collègues comme on l'appelle, a reçu le prix Nobel de physique 2019. Voilà. Moi, pour ma part, j'ai toujours apprécié le travail de Jim, et notamment parce qu'en son temps, il a justement été l'un des très très rares cosmologistes anglo-saxons à reconnaître le caractère vraiment pionnier des travaux de Georges Lemaître. Et d'ailleurs, en 1995, il a été le premier lauréat du prix international Georges Lemaître, qui a été institué par la Fondation Lemaître à Louvain-la-Neuve. Voilà. Moi, j'ai eu la chance de partager le prix suivant en 1999 avec mon collègue Dominique Lambert. Alors suite donc à son Nobel de l'année dernière, comme moi, comme des centaines d'autres chercheurs de la discipline, je lui ai évidemment adressé en octobre 2019 un bref courriel de félicitations. Et en fait, à ma surprise, il m'a aussitôt répondu en me disant finalement que les messages comme le mien, venus du passé, comme il l'écrit, c'était jusqu'à présent, jusqu'ici, la meilleure chose qu'il retirait de ce prix. Bon, c'était sympathique. Alors venons-en maintenant à un sujet important. J'appellerai les mauvais calculs de l'énergie du vide. Chez les physiciens qui travaillent en fait sur le concept d'énergie du vide, ils ont en vue un projet plus grandiose que d'expliquer juste l'expansion, l'accélération de l'expansion cosmique. Ils visent l'unification des interactions fondamentales. Voilà. Et dans cette optique, ils sont obligés d'ajouter des termes dans leurs équations qui représentent des champs naturels entièrement nouveaux et inconnus. Alors le concept de champ, il a été inventé, je rappelle, au XIXe siècle par des mathématiciens, physiciens et mathématiciens, pour exprimer comment en fait une quantité donnée peut varier d'un point à l'autre de l'espace. Alors les physiciens ont aussitôt adopté cette idée pour décrire quantitativement
comment des forces, par exemple comme la gravité ou l'électromagnétisme, changent en fonction, par exemple, de l'éloignement par rapport à une source qui les engendre. Voilà. Alors les champs qui sont mis en jeu dans les théories d'unification sont très différents de ceux que nous connaissons déjà. Par exemple, le fameux champ de Higgs, dont le boson médiateur a été mis expérimentalement en évidence au CERN en 2012, il découle de la théorie électrofaible, qui a été introduite par Sheldon Glashow, Abdus Salam et Steven Weinberg pour unifier les interactions électromagnétiques et nucléaires faibles. Alors avant cette unification, dite électrofaible, l'interaction faible, qui est responsable en fait de la désintégration radioactive de certaines particules, comme je l'ai dit dans une de mes premières vidéos, ainsi que l'interaction électromagnétique, qui est responsable des influences mutuelles entre les particules chargées et du mouvement des aiguilles aimantées, par exemple, étaient considérées comme des forces de la nature tout à fait distinctes. Et donc, en combinant leurs descriptions mathématiques dans un langage commun, Weinberg, Salam et Glashow ont montré que cette distinction n'était pas fondamentale. Et donc, un nouveau champ naturel, le champ de Higgs, fait que ces deux interactions agissent différemment à basse température, c'est-à-dire dans l'univers d'aujourd'hui. Mais à des températures supérieures, à 1 milliard de degrés, ça fait chaud, les interactions faibles électromagnétiques deviennent virtuellement identiques dans la façon dont elles affectent la matière. Voilà, donc c'est ça le modèle standard de la physique des particules. Alors il y a un prix à payer pour l'introduction de nouveaux champs quantiques. Il confère en fait à l'état de vide une énorme énergie latente qui se comporte exactement comme la constante lambda des modèles cosmologiques. Et donc, comme l'avait prophétisé le maître, le terme, si controversé, a été brillamment ressuscité par la théorie quantique. Bon, on est content, il ne reste plus qu'à calculer sa valeur, dans le cadre donc du modèle standard de la physique des particules. Et là, c'est la catastrophe. Alors, plusieurs manières de calculer sont possibles, mais la valeur prédite dans la plupart des cas est, tenez-vous bien, 10 puissance 122 fois supérieure à celle qui est prescrite par l'observation astronomique, déduite donc de l'accélération de l'expansion. C'est un écart évidemment si faramineux, veut dire que même notre esprit a des difficultés à le saisir, 10 puissance 122. Avec une énergie du vide aussi grande, toute la matière de l'univers aurait été instantanément dispersée, évidemment les galaxies et les étoiles ne se seraient jamais formées, ni quoi que ce soit. Donc on conçoit qu'il soit déplaisant aux yeux des physiciens théoriciens que leurs meilleurs modèles d'unification, auxquels ils tiennent évidemment, qui sont censés faire des prédictions ultra précises dans le domaine des particules élémentaires, conduisent à une constance cosmologique totalement aberrante. Voilà. Alors c'est un exemple extrême en fait du problème de base qui affecte le modèle standard de la physique des particules, qui est que finalement on ne comprend pas la raison pour laquelle les quelques 19 paramètres libres dont dépend ce modèle standard pour décrire les lois de la physique ont telle ou telle valeur. Alors pour la constante cosmologique, les physiciens, ils ont tout tenté, vraiment pour réduire l'écart en inventant des théories au-delà du modèle standard. Donc la plus étudiée, c'est la supersymétrie, dont j'ai parlé, ainsi nommée parce qu'elle suppose donc une symétrie entre les fermions de spin demi-entier, qui sont les particules qui constituent la matière, et les bosons de spin entier, qui sont celles qui véhiculent les interactions. Donc une approximation de la théorie en basse énergie fournit une valeur, la théorie de supersymétrie en basse énergie, fournit une valeur dans la constante cosmologique plus petite, mais qui reste 10 puissance 60 fois trop grande par rapport à sa mesure astronomique. Voilà. Alors quant à la théorie SUSY stricte, qui elle est valide en fait à très haute énergie, elle prédit une valeur strictement nulle. Donc on voit que la supersymétrie échoue complètement à expliquer pourquoi la constante cosmologique, elle n'est ni nulle ni très grande, de même qu'elle a échoué en prédisant, je le rappelle, les particules superpartenaires des fermions et des bosons, les sparticules, dont l'existence a vraiment été exclue par les expériences de haute énergie réalisées au CERN. J'en ai parlé dans ma vidéo sur le modèle standard justement des particules élémentaires. Alors donc, la supersymétrie, qui prédit un univers complètement différent du nôtre, elle continue quand même à rassembler de nombreux adeptes, bardés de grands prix scientifiques, qui, à l'instar un petit peu des membres d'une sorte de secte, continuent à croire qu'ils pratiquent une science normale, sans penser un seul instant que leur science n'est justement pas normale, parce que ce n'est pas la bonne, tout simplement.
Alors pour sauver la mise, les physiciens des hautes énergies se sont alors dit qu'ils ne manquent pas d'imagination, hein, ça fait partie de notre boulot. Ils se sont dit que la constante cosmologique n'était peut-être pas vraiment constante. Alors par exemple, un physicien qui s'appelle Robert Caldwell a proposé en 1998 l'existence d'une nouvelle entité qui imbiberait complètement l'espace, un petit peu comme le faisait l'éther hein, chez Aristote, ce cinquième élément hein, qu'on appelait aussi quintessence. Eh bien, le terme de quintessence a été repris par ces chercheurs pour l'appliquer à ce nouveau champ d'énergie tout à fait hypothétique. Voilà. Alors ce champ auquel on attribue une variation très très lente, peut encore être représenté dans les modèles d'univers à l'aide du terme cosmologique, mais il cesse d'être défini comme une constante. Voilà. Il varie au cours du temps. Et donc il peut toujours s'interpréter comme ce qui reste en fait dans l'univers lorsqu'on en retire toute la matière et tout le rayonnement. Donc en ce sens, la quintessence, ça correspond à une certaine forme de vide, mais plus flexible, si vous voulez, que la constante cosmologique, parce que ça varie au cours du temps. Alors la valeur de ce champ, qui est en fait donc extrêmement élevé dans l'univers très primordial, ce qui est finalement en accord avec les calculs des physiciens des hautes énergies, tomberait très bas au cours de l'évolution cosmique, conformément donc à la valeur qui est aujourd'hui mesurée par les astronomes. Alors plus précisément, en fait, le champ de quintessence évoluerait naturellement vers un attracteur, lui conférant une valeur basse, quelle que soit sa valeur d'origine. Et donc, un grand nombre de conditions initiales différentes lors du Big Bang conduiraient toujours au même univers actuel, et c'est justement celui qui est observé. Donc, c'est un joli tour de passe-passe, la quintessence. Alors, une autre approche est celle de la théorie des cordes, à laquelle j'ai consacré 2 vidéos. Et donc, c'est une extension de la supersymétrie, je le rappelle, qui est destinée donc à inclure une description de la gravité. Alors, l'une de ces propositions les plus étonnantes concerne le multivers. J'ai consacré également 2 vidéos. Alors, ses partisans les plus fervents et médiatisés d'ailleurs, comme Leonard Susskind, Brian Greene ou Max Tegmark, et quelques autres, donc espèrent convertir un échec explicatif en fait en un nouveau tour de passe-passe bien plus extravagant que celui de la quintessence. C'est le suivant: si l'on ne comprend pas les valeurs que prennent les constantes fondamentales dans notre univers, il suffit que de présumer que notre univers appartient à un ensemble quasi infini et inobservable d'univers, chacun d'eux muni de paramètres distribués de façon aléatoire. Et donc dans ce qu'on appelle le paysage du multivers, la constante cosmologique est extraordinairement grande dans la plupart des cas, mais il y a forcément un univers très improbable où elle est strictement nulle, un autre tout aussi improbable d'ailleurs où elle a la bonne valeur, qui est celle évidemment de notre univers. Donc pour eux, notre univers a les paramètres improbables qu'il a, juste parce que ce sont ces paramètres qui le rendent habitable, utilisant en fait de ce fait un argument de type anthropique, dont j'ai dénoncé plus haut les limites. Alors quant à la théorie M, qui est une extension de la théorie des cordes, qui a été proposée par Edward Whitehead, dont j'ai parlé dans les précédentes vidéos, elle promet encore davantage. Selon ses adeptes, dans le monde multidimensionnel des brânes, qui sort donc de la théorie, l'énergie sombre mesurée dans notre univers brane pourrait être importée en fait à partir des dimensions supplémentaires de la matrice, l'espace fondamental en fait à 10 dimensions dans laquelle nous serions immergés. Alors d'autres chercheurs voient l'origine de la répulsion cosmique dans d'éventuelles interactions entre les branes, ce qui revient donc à éliminer tout recours à l'énergie sombre. Voilà. Alors, ça, en fait, ça n'élucide à rien le problème si l'on se souvient que la théorie M est bien plus mystérieuse en fait que l'énergie sombre, qui elle au moins a des effets observables sur la vitesse d'expansion cosmique. Bon, on le voit, aucune de ces nouvelles théories, aussi excitantes soient-elles, ne résout mieux les difficultés que leur version antérieure à plus basse énergie. Comme elle les repousse chaque fois un peu plus loin, en éloignant d'autant le fantasme qu'elle suscite, c'est-à-dire celui d'une physique totalement unifiée qui serait proche d'aboutir. Voilà, donc je fais l'impasse sur d'innombrables autres tentatives pour expliquer la nature de l'énergie sombre. Voilà. Certains chercheurs nient même en fait son existence, en invoquant par exemple un univers inhomogène,
à la place du modèle homogène standard de Friedmann-Lemaitre. Et donc en ce cas, en fait, la vitesse d'expansion varierait en temps et en lieu selon les différentes densités locales, et l'énergie sombre, en fait, ne serait plus qu'un artefact. Enfin bref, il y a une nouvelle proposition sur l'énergie sombre qui est publiée en moyenne chaque mois. Donc autant dire que la situation est plutôt embrouillée et confuse. Voilà. Il y a quelques années, Gerhard Toft, le prix Nobel de physique 1999, s'était proposé d'ailleurs d'écrire un article de revue intitulé sans solution au problème de la constante cosmologique et pourquoi elles sont toutes fausses. Voilà, c'était le titre. Alors, bon, il a finalement décidé de laisser le travail à l'un de ses étudiants de thèse, en jugeant que ce serait un bon exercice de salubrité pour cet étudiant. Voilà, donc je vous donne un rendez-vous pour une troisième et dernière vidéo que je consacrerai à l'énergie sombre, en revenant après sur des observations et puis le rôle de l'énergie sombre dans l'évolution à très long terme de l'univers.